je vais vous partager le No Museum. Voilà. Comment c'est le partage d'écran? Voilà, donc. Oui, ça marche. Ça marche? Ouais. Oui. Alors, vous me dites si c'est fluide. Pour le moment, oui. C'est pas mal. C'est plutôt Pas bien. mal? Ouais, c'est plutôt pas D'accord. mal du tout. Hein. Alors, on va aller visiter. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit. Alors, je vais essayer d'aller vite. Hein. Tout à l'heure, je vous avais expliqué que le mot cyberpunk est inventé par un auteur qui s'appelle Bruce Becht, dans une nouvelle qui s'appelle Cyberpunk, que j'ai mise là. La voici. Mhm. Qui est parue dans Amazing Stories. Voilà, c'est Bruce Becht. Ça, c'est la photo de Bruce Becht à l'époque. Et donc, ensuite, on a Neuromancer, etc. Et alors, je vais juste avancer, faire un petit raccourci historique, donc. Non, mais c'est important, t'as raison. Excuse-moi. Ah. Donc, on reconnaît nos amis Anonymous au passage. Ça va? Très bien, très Oui. bien. Ça fonctionne. Très bien. Alors là, je m'arrête à un des précurseurs vraiment du cyberpunk, c'est-à-dire que longtemps avant 1984, hein, donc là, ça date de 1978 hein, quand même, c'est vraiment un personnage emblématique, c'est Mark Pauline, qui fonde le Survival Research Laboratories. Oui. Et il fait des performances où il fait se battre des machines entre elles. Et c'est très intéressant quand on écoute le discours de Pauline, c'est qu'en fait, il travaillait dans un département d'une société privée qui bossait pour l'armée américaine et qui fabriquait des espèces de robots sommaires qui servaient de cible à l'armée. Et en fait, il a développé, pour résumer, une sorte d'aversion libertaire radicale contre l'establishment, le système, les institutions, les machines. Et en gros, toutes ces constructions sont là pour... toutes ces performances, quelque part, sont une revendication qu'on va retrouver d'ailleurs chez les mutoïdes, qu'on va retrouver chez les cyberpunks contemporains, etc., qui est à la fois une dénonciation comment on va dire, du totalitarisme des technologies et des machines, et en même temps comment on va dire, une fascination artistique et créative autour de ces machines. Ah Donc bah, là, pendant que tu nous l'expliques et que tu développes, j'ai divisé l'écran, donc on te voit à la fois dans ton nouveau muséum et on voit quelques vidéos de ces fameuses machines qui se battent entre elles avec des têtes d'animaux. C'est particulier comme monde quand même. tout à fait. Et Tout à fait. Bah là, je conseille d'aller regarder les films de Mark Pauline. Hein. C'est des robots. Hein. En fait, c'est pour ça qu'il est vraiment cyberpunk. Hein. C'est un punk, c'est un voyou cybernétique qui va détourner les technologies. Et d'ailleurs, il va se faire dans ses performances spectacles. Alors, il y en a d'autres hein, qu'on connaît, d'autres cyberpunks qui sont beaucoup plus intégrés. Comme a dit tout à l'heure Stig, hein, ce qui se passe, c'est que, et ce qui a été évoqué par Stéphane, c'est que les cyberpunks ont été extrêmement précurseurs du monde dans lequel on est, et l'histoire les rejoint, l'histoire les retrouve. Les Royals de Luxe, par exemple, dès leurs origines, avaient une démarche cyberpunk similaire à Mark Pauline, comme Archaos, qu'a cité aussi Stig le Grand. Et là, donc, il fabrique des machines, il fait des performances, et en fait, il s'est fait griller de San Francisco. Il a été interdit de mettre les pieds à San Francisco parce qu'il il respectait pas du tout les règles de sécurité quand il faisait ses bagarres et ses combats de machines. Et il y a des débris qui ont voltigé. Enfin, il a affolé complètement les pompiers et la police de San Francisco à une de ses performances, ce qui fait qu'il s'est fait interdire de San Francisco. Carrément, Il a même perdu des doigts dans ces affaires-là parce qu'il s'est fait exploser la main. Il s'est fait exploser la main droite avec de l'explosif, comment on va dire, de l'explosif solide. Mais juste pour anecdote, Royal Deluxe faisait des choses un peu similaires dans les années 80. Il y avait une partie du groupe de Royal Deluxe qui était rue Lasson, où il y avait un squat loft là, rue Lasson. Et de temps en temps, ils faisaient des essais à 1h du matin pour voir comment un frigo explosait, par exemple. C'était comme Gaston Lagaffe. Les pompiers du 12e, chaque fois qu'on les appelait d'urgence, ils venaient directement rue Lasson pour voir... D'accord, donc 79, 80, combat de robots, combat de machines, discours des gens anticapitalistes. Quand on va voir les vidéos, on mettra les liens sur onfaitsalon.tv. Ils parlent de faire sauter la banque, hein, de brûler la banque. Tout à fait, tout à fait. Et alors, je continue pour aller vite. Il y a aussi le milieu de l'art vidéo, de la vidéocréation, Fluxus en particulier, qui ont des stratégies cyberpunk. Alors là, j'ai mis en exergue les Woody et Stena Vazulka, parce que quand je les ai rencontrés, Woody m'avait raconté que alors c'est eux qui ont fondé la Kitchen à New York,
ils allaient récupérer dans les dépotoirs de l'armée américaine des pièces d'ordinateur pour fabriquer leurs dispositifs et leurs premières installations d'art vidéo. Là, je voulais absolument vous le raconter parce qu'il m'a total éclaté, il m'a toujours éclaté d'ailleurs. C'est un mec génial parce qu'il n'est pas passé par il n'est pas passé par la violence d'une certaine façon, c'est Nam June Paik. Et Nam June Paik a créé un robot en 1963 qui s'appelle le K456, hein, le voici. Ouais. Il l'achète dans les rues de New York, il le lâchait dans les rues de New York, et le robot déclamait des textes de John Fitzgerald Kennedy, tout en faisant des crottes. C'est-à-dire, il faisait des crottes de robots. En fait, c'était Et alors, il a tué son robot. C'est-à-dire, il y a vraiment un acte cyberpunk total chez Pike. C'est je crois que c'est en 82, je crois, il faudra vérifier. Il a jeté à l'angle voilà, il a jeté son robot sur une voiture. Et donc, il a assassiné K456, qui était téléopéré, hein, qui était radiocommandé. Et donc, ça a été le premier assassinat. Oui, c'est le premier roboticide de l'histoire, alors, en fait. Ah, c'est ça. C'est le premier roboticide par un artiste lui-même de son robot. Alors, je continue la petite visite. Alors, justement, je fais un petit détour chez les mythoïdes parce que j'ai quelques images, ce qui me permettra d'y arriver. C'est-à-dire que j'avais été invité avec notre groupe Cyberesthésie au Totem à Nancy, qui était une des grandes friches cyberpunk pour moi, extrêmement active, et qui connaît bien, donc qui était dirigé par Otomo, et qui avait invité les mythoïdes, donc Joe Rush en particulier. Et donc lorsque moi j'y exposais, j'ai eu la chance de voir leur magnifique et incroyable Dog, hein, je ne sais plus comment ils l'appellent d'ailleurs, Dog Head, Ouais. voilà, et qui est magnifique à voir, hein, qui est très impressionnant. Donc là, c'était juste la partie sur les mythoïdes, mais on va aller voir aussi un précurseur, hein, des cyberpunk avant. Stellark. Bien évidemment, hein, c'est Stellark. Alors, je vais pas m'étendre sur Stellark parce que c'est quand même une star de l'art numérique et de la cyberculture. Et donc, il a énormément d'œuvres et de performances qui mettent en scène donc, le mélange humain-machine, qui est un des mèmes les plus forts du cyberpunk. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler d'Orlan, hein, c'est-à-dire que Orlan a été aussi précurseur des body modification, du transformation du corps, et elle a pas mal transgressé, hein, c'est-à-dire faire ça était quand même à l'époque une énorme transgression. Donc, c'est les implants sous-cutanés, là. C'est la transformation de son corps en œuvre d'art. En œuvre d'art. C'est ça. Donc, la chirurgie esthétique, les body modification, comme étant un dispositif de création artistique. Et en fait, alors, pour resituer ce qui se passe, c'est que tous ces mouvements-là sont nés d'une révolution culturelle qui a eu lieu aux États-Unis, en Amérique du Nord, Canada aussi, entre les années 70 et 90. Cette révolution culturelle a été un premier feedback avec les penseurs français. Comme on a influencé cette révolution avec Foucault, avec Baudrillard, avec Damasio, etc. Et ça nous a renvoyé un énorme mouvement qui s'est formalisé à travers les body modification, le cyberpunk, les LGBTQI+, les body mod, le BDSM, les transhumanistes, qui tous revendiquent une même chose, l'élément commun, hein, comme je l'avais déjà dit dans une émission. L'élément commun, c'est mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux, ce ne seront ni les États, ni les gouvernements, ni les religions qui vont me dire ce que je fais de mon corps. Et Orlan s'inscrit à 200% dans cette mouvance-là. Alors je continue parce que c'est assez vaste. Et j'ai mis de côté, là, j'ai mis en exergue, alors ça justement, c'est Otomo. Ouais, qu'on va voir après, on va écouter après Otomo 2 minutes tout à l'heure. On va lui laisser la parole, je vais pas. Il parlera de lui-même très très bien. Là, c'est un très beau portrait d'Otomo. Donc, Otomo est très très proche d'un autre cyberpunk en grandeur réelle. Alors Otomo, juste 2 mots, il existe encore, il est toujours vivant, et c'est le cirque électrique, on en reparlera, on va peut-être essayer de l'inviter un jour dans l'émission avec Stig, ou toi. Voilà, il continue, on ne parle pas uniquement de choses des années 80-90, Otomo c'est 2020, il est là. Voilà. C'est ça. Même les chroniques du Nouveau Monde là, pendant le confinement, c'était... Oui, absolument. Ouais. Pendant le confinement, tu as raison Stig de le rappeler, pendant le confinement, il a fait des chroniques absolument géniales.
Enfin, Otomo est un personnage emblématique de la cyberculture contemporaine. Et comme je disais, ce qui nous arrive à nous, cyberpunk, qui est génial, c'est que l'histoire nous rejoint. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont été des vrais précurseurs dans leur corps, dans leur chair, dans leurs convictions. Hein, et ils n'ont pas fait de compromis. Il y a aussi ça. Hein, D'accord. Il n'y a pas eu de compromission. Ils ont été hyper actifs et ils sont restés sur la même ligne. Et c'est une forme d'expression, c'est une forme d'art qui est très puissante, qui est mondiale, mais qui est complètement méconnue. C'est-à-dire qui est en dehors complètement du circuit officiel parce qu'ils ont peur. Hein, les galeries, les musées, tout le circuit officiel de l'art a extrêmement peur du cyberpunk. Moi, je le sais depuis 40 ans que je fais ça. Et alors, j'avance un peu pour parler d'un autre personnage. Donc, on appelle ça le cyberpunk AFK, tu sais, Away from Keyboard. Ouais. C'est-à-dire hors du réseau, c'est-à-dire ou IRL, in real life, c'est-à-dire des cyberpunks dans le monde réel. Moi, je me définis comme un cyberpunk in real life, et on n'est pas obligé d'avoir un look de punk hein, pour être cyberpunk. On l'a vu tout à l'heure avec Sovan. Voilà, exactement. Qu'on retrouve après d'ailleurs, après cette présentation du NoHo Museum, on ira dans sa cuisine pour voir comment elle a hacké la nourriture. Voilà, juste 2 minutes. Donc oui, là, vas-y. Lucas Pira. Lucas Pira qui est un des précurseurs, pas précurseur d'ailleurs, mais précurseur, mais aussi un des papes des body modification, hein, c'est-à-dire des transformations corporelles. Et il est allé très très loin dans justement le hacking de son propre corps. Et c'est un cyberpunk en grandeur réelle. C'est-à-dire il voyage beaucoup, il a fait les Chaos Chronicles qui sont totalement passionnantes. Et il fait des performances aussi où il fait des suspensions. Et il a, comme moi, il utilise un peu un système similaire que les Nekonimi qui lui permettent de se transformer en ange par la pensée. Enfin, on y reviendra peut-être. Donc ça, c'était Lucas Pira. Là, le voilà, tu vois, en grandeur réelle. Ah oui, quand même. Tu vois, quand tu croises Lucas Pira, tu as à la fois un cyberpunk en grandeur réelle, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la cyberculture et qui est un activiste de la cyberculture en grandeur réelle dans le monde et qui correspond en plus au niveau look, au niveau habillement, etc., aux archétypes du cyberpunk de la fiction. Alors, c'est vrai que j'allais te dire, ça sent pas les chemises hawaïennes, ce mouvement. Ils sont quand même tous en gris, en noir. Quand le road trip de Sting nous a montré que c'était des gens qui étaient heureux de vivre et joyeux, mais ils ont des couleurs sombres, ils ont un univers Alors, non, c'est une très bonne réflexion que tu viens de faire. Fin du monde, ouais. C'est une très très bonne réflexion que tu viens de faire. C'est-à-dire que tu as effectivement une dominante black skin d'un certain nombre de cyberpunk, mais les cyberpunk peuvent être en chemise à fleurs et hawaïenne. Hein. C'est-à-dire que tu peux, et il y en a, et c'est une bonne réflexion parce que je vais t'en trouver si tu veux. Le principe du cyberpunk, c'est que tu es un voyou cybernétique et tu n'es pas forcément obligé de correspondre. Avec une tenue paramilitaire et des lunettes fumées sur le visage. D'accord. Absolument. Moi, j'en ai rencontré. Tu peux te camoufler pour ressembler à un trader ou autre chose. La tenue camouflage. C'est ça. Bah, Jérôme Kerviel était un cyberpunk, non? Qui signerait. Je termine juste ma petite balade sur la demeure du chaos. Donc là, un des grands lieux emblématiques du cyberpunk en France, c'est la demeure du chaos. Alors, on a la vidéo que tu vas nous expliquer dans le détail. On va la regarder. Tu vas nous faire un pitch de 2 minutes sur la demeure du chaos après en vidéo, justement. Ouais. Voilà. Donc, avec Thierry Herman qui est portraituré lui-même dans la demeure du chaos. On y reviendra, je pense. Hein. Le mieux, c'est de le laisser parler. Et puis on y reviendra. Tout de suite, écoute, je te remercie énormément pour cette sorte de wouzou, on va dire des personnalités du cyberpunk. Et on voit en effet un mouvement transfrontalier, multigénérationnel, essentiellement anglo-saxon, adapté on va dire, des écrits français, comme tu nous l'as très bien expliqué avec une dizaine de... Non, attends. Tu parlais de Foucault et tout ça. Pas essentiellement anglo-saxon. C'est-à-dire que tu as eu un phénomène de feedback et d'aller-retour intellectuel, mais il n'empêche que les mouvements de type cyberpunk, tout à l'heure, les mouvements cyberpunk apparaissent quasiment simultanément aux États-Unis et en France et en Europe. Ah d'accord, j'ai résumé alors. Là-dessus, juste une dernière aparté, parce que je rebondis à ce qu'avait dit Matt tout à l'heure, sur les rêves. Le mouvement des rêves, effectivement, a été un mouvement très puissant du cyberpunk, et il y en avait en France, sauf qu'elles étaient quasiment confidentielles, puisque interdites. Elles n'ont pas eu l'influence et l'impact en Angleterre, et moi, je me rappelle, j'avais assisté à des rêves dans les champignonnières, absolument champignonnières,
absolument incroyables avec de très très haut niveau de mise en place technologique, mais qui étaient clandestines. Je te remercie énormément, Yann, pour cette présentation non exhaustive, mais excessivement complète et rapide. Je sais que tu ronges ton frein et que tu souffres de devoir avoir si peu de temps pour parler d'autant de personnes. Mais je te remercie de te prêter au jeu là-dessus. On va continuer, mais je voulais qu'on fasse un petit tour par la cuisine de Sovan, qui essaye de hacker un peu de nourriture. Sovan.